Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux titres. Agir pour l'avenir, annihiler la faim dans le monde d'ici 2030, c'est possible. C'est sous ce slogan qu'a été célébrée cette année la journée mondiale de l'agriculture. Et en Somalie, cette frappe aérienne américaine qui a coûté la vie à 60 combattants du mouvement radical extrémiste Al-Shabaab. Voilà pour le sommaire, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, agir pour l'avenir, annihiler la faim dans le monde d'ici 2030, c'est possible. C'est sous ce slogan qu'a été célébrée cette année la journée mondiale de l'agriculture. Le 16 octobre de chaque année a été décrété par les Nations Unies journée mondiale de l'agriculture. Elle sert à tirer la sonnette d'alarme sur les négatives conséquences des disparités dans le monde où des gens souffrent de graves maladies en raison de leur obésité alors que d'autres succombent de malnutrition ou de faim. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, les statistiques de la faim dans le monde sont aux noces. La FAO exhorte ainsi les pays et les organismes impliqués dans les secteurs de l'alimentation et l'agriculture à relancer le combat contre la faim pour atteindre l'un des objectifs du développement durable, soit le point numéro 2 des recommandations de l'ONU. Cette recommandation évoque la nécessité de parvenir à éliminer la faim dans le monde, soit faim zéro d'ici 2030, plus que de parvenir à nourrir suffisamment tous les habitants de la planète Terre. Il s'agit surtout de mettre un terme au déséquilibre où des populations entières de certaines régions du globe sont soumises aux conséquences des conflits armés, de la désertification, des calamités naturelles dues au changement climatique et autres inquiétés du commerce international. Les richesses et moyens de subsistance de certains pays sont pillés par d'autres puissances non-ils. La faim conduit au désastre. C'est ce qui menace la stabilité et la paix dans le monde. Pour marquer la journée mondiale de l'alimentation, une grande cérémonie a été organisée ce matin à Douda. Cette cérémonie placée sous les auspices du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui a rappelé qu'après une période où la production mondiale de denrées alimentaires a enregistré des progrès et a été marquée par une meilleure répartition et distribution, voilà que de nouveau la faim dans le monde est en hausse. À son arrivée sur le lieu, le numéro 1 djiboutien a été chaleureusement accueilli par de nombreux officiels présents sur place. Tous se sont retrouvés pour dire stop à la faim dans le monde et rappeler que 80% des pauvres sur Terre vivent dans les zones rurales où ils dépendent de l'agriculture, de la pêche ou de la sylviculture. Le dernier rapport de la FAO de la FAO, plus de 820 millions de personnes sont sous-alimentées. Les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique, la récession et les niveaux de surpoids et d'obésité en hausse rapide inversent les progrès accomplis dans la lutte contre la faim ou la malnutrition. Pour le ministre de la décentralisation, l'objectif Faim Zéro appelle à une transformation de l'économie rurale. Le monde peut redresser la barre et atteindre cet objectif si tous les continents, pays, secteurs et professions unissent leurs forces en s'appuyant sur les résultats et les meilleures pratiques. Écoutons M. Aramis. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, en tant que ministre de la décentralisation, permettez tout d'abord que j'exprime ma satisfaction pour la tenue de cette journée dans la région d'Arta. C'est un symbole fort pour la politique de la décentralisation et bien entendu, j'encourage à l'avenir à ce que des événements similaires soient délocalisés en dehors de la capitale. Je voudrais d'ailleurs saluer ici
le formidable travail du terrain accompli par le ministère de l'Agriculture, avec qui mon département collabore beaucoup dans les régions comme avec le ministère des Affaires sociales et l'éducation. Comme vous le savez, notre pays subit des contraintes climatiques fortes qui empêchent la production agricole classique pour atteindre nos objectifs. Ceci dit, l'approche intégrée retenue par le gouvernement qui combine la sécurité économique, la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle est la plus appropriée et porte ses fruits. Il est indéniable aujourd'hui que grâce aux politiques de développement économique, d'accès à la santé, d'accès au logement ou encore d'accès à l'éducation, les ménages djiboutiens voient leurs conditions d'existence s'améliorer. Madame et Monsieur, Monsieur le Président, notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, c'est de regarder le verre à moitié plein, mais c'est aussi de regarder le verre à moitié vide. C'est d'ailleurs le but de cette journée où on doit réfléchir ensemble et éradiquer complètement la faim et la pauvreté. Nous sommes sur une bonne trajectoire, mais comment faire pour persévérer et pour augmenter la cadence? On doit se poser ce genre de questions et y porter des éléments de réponse. Je voudrais profiter de cette journée pour faire un appel aux investisseurs privés et aux entreprises nationales. Venez aux côtés de l'État investir et développer nos régions. Vous ferez de bonnes affaires et vous nous aiderez à atteindre nos objectifs de développement. Je vous remercie de votre attention. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part indiqué que la faim zéro signifie agir ensemble pour garantir que tout ait accès à une alimentation sûre, saine et nutritive. Les pays sont invités à renforcer leurs mécanismes de gouvernance et de coordination pour faciliter le dialogue et mettre en place des mesures incitant les différents secteurs et acteurs à collaborer. Pour le cas de Djibouti, un pays aux conditions difficiles comme la plupart ont dit, nous souffrons de l'écosystème hyper aride, nous souffrons aussi du changement climatique. La conjugaison de tous ces facteurs nous demande de faire preuve d'imagination et je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Le premier proactif en recherche de développement, c'est le président de la République lui-même, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui nous aiguillonne, qui nous soutient pour nous dire que ce n'est pas une malédiction, il faut travailler, ce n'est que par l'innovation technologique, ce n'est que par la recherche et le développement que vous allez résoudre ce problème. En suivant ce chemin, nous avons dit qu'il ne faut jamais baisser les bras et nous sommes parvenus aujourd'hui au niveau du palmier dattier. Ce jardin magnifique aujourd'hui que vous voyez et que vous aurez l'occasion de visiter, c'est presque, je dirais, un parc de loisirs et de récréation pour les enfants. Je dirais, lui, il n'a pas hérité de la recherche, parce que la recherche, elle progresse toujours. Les arbres que vous voyez ici, ce sont les arbres de palmiers dattiers que nous appelons Monasef, Beledi qu'on appelle au Yémen. Ce sont des dattes qui ont une valeur nutritive assez intéressante, mais au point de vue valeur marchande, ils n'ont rien à voir avec les méjoules dont le prix du marché aujourd'hui est de 30 $ sur les marchés de Paris et de Londres. En cette journée, vraiment du 17 octobre, je voudrais dire ici que nous progressons sur deux pieds. Au niveau de la famine et de la malnutrition, pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, pour les enfants, pour les femmes qui sont vraiment allaitantes, pour les personnes qui se trouvent au fin fond du pays où il y a un problème de fracture géographique. Pour ce deux-là, le président de la République a créé deux ministères principaux. Pour la fracture sociale, le ministère des Affaires sociales est en train de lutter d'arrache-pied pour tous les handicapés, pour tous les vieux, pour tous les enfants mal nourris et qui ont des problèmes. Il y a, je dirais, un fonds spécial pour eux. Ils sont
catalogués, leurs chiffres, on les connaît, on progresse de jour en jour. Ils n'auront pas faim, ils auront de quoi manger parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Pour ceux qui sont en milieu rural oubliés et qui sont valides, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est son mandat de les faire sortir de cette malédiction de la famine et de la malnutrition. Et c'est grâce à la recherche-développement que nous allons petit à petit faire progresser pour que chaque personne ait son petit jardin où il cultive l'agriculture, fertilisation avec l'élevage et avec le poulailler. Je crois qu'on pourra s'en sortir sans aucun problème. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Prenons la parole en dernier. Le chef de l'État a souligné que la journée mondiale de l'alimentation vise à dégager des actions concrètes et mettre l'accent sur les vrais problèmes qui ont annulé les progrès récemment accomplis. Écoutons le président Guillet. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui ici dans ce terroir de Douda pour célébrer comme chaque année, à l'instar des pays du monde, la journée mondiale de l'alimentation sous l'égide de la FAO. Par ce thème Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible. La journée mondiale de l'alimentation vise à déterminer des actions concrètes pour lutter contre la faim et la malnutrition, plus particulièrement en milieu rural. L'élimination de la faim est, avant toute autre considération, une question éthique, car sauver des vies est une priorité absolue. Pour atteindre cet objectif d'élimination de la faim dans le monde, le défi est donc immense, car au moment où je m'adresse à vous, plus de 821 millions de personnes souffrent de la faim et de la malnutrition. 80% des pauvres dans le monde vivent dans les zones rurales où ils dépendent de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage. Le changement climatique constitue à ce jour la menace principale sur les ressources naturelles et les réserves alimentaires mondiales. C'est pourquoi l'objectif de faim zéro implique indubitablement une transformation de nos modes de consommation et de nos modes de production à l'échelle nationale, régionale et internationale. Conscient des contraintes liées à son climat, notre pays, qui est confronté à une des pluviométries les plus faibles au monde, a opté pour le développement de programmes adaptés à notre écosystème aride, notamment la culture du palmier dattier, l'introduction des caprins de race améliorée pour augmenter la production laitière et la promotion de l'aviculture dans différentes régions du pays. En ce qui concerne la mise en valeur du palmier dattier, il convient de mettre en exergue que cet arbre, par sa constitution génétique, est celui qui est le mieux adapté aux sécheresses chroniques et salinité des eaux et des sols qui prévalent dans de nombreuses régions de notre pays. Il était donc tout à fait naturel que notre choix se porte sur cette culture de type oasienne. Convaincu de ses intérêts multiples, la promotion de la culture du palmier dattier est devenue une priorité du gouvernement dans le cadre du programme national de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Cette volonté politique s'est traduite par l'extension des zones phénicicoles et la mise en place d'un laboratoire de multiplication in vitro du palmier dattier. Entièrement financé par l'État, ce laboratoire utilise les techniques les plus modernes de biotechnologie végétale basées sur la culture in vitro pour assurer la multiplication en masse et la diffusion rapide des variétés de palmiers dattiers de grande qualité nutritionnelle et de haute valeur marchande tels que Khlas, Barhi et surtout Medjoul, qui se distingue sur le plan organoleptique par son goût mielleux et son gros calibre
d'où son appellation de reine des dates. Grâce à sa capacité actuelle de production des plants dattiers in vitro, le défi de l'indisponibilité des plants dattiers est désormais révolu sur le plan national. À présent, le laboratoire de culture ambitionne de renforcer ses capacités pour passer à la production à grande échelle de type industriel, avec un objectif de production annuelle de 10 000 vitroplants de palmiers dattiers. Si ce projet pilote de culture in vitro a bénéficié d'un cadre institutionnel national favorable à son développement, il doit aussi sa réussite à la persévérance et à la détermination de l'équipe scientifique dans le transfert technologique. Le chef de l'État a lancé un appel à l'action aux décideurs politiques, au secteur privé, au grand public et à la société civile, mais aussi aux organismes des Nations Unies, dans sa seconde partie de l'intervention. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'élevage pastoral a quant à lui et de tout temps constitué une des activités principales de notre pays, notamment en milieu rural. Afin d'augmenter les disponibilités en produits laitiers, le ministère chargé de l'élevage, en collaboration avec la FAO, a mis en place un programme d'amélioration de la production et de la conservation génétique animale. Grâce à l'amélioration génétique, la conservation et l'utilisation durable de races de chèvres actuellement de 226 têtes d'une génération hybride ayant une production de plus de 1,5 litre par chèvre et par jour contre 0,5 par jour et par chèvre de race locale. À terme, l'objectif est d'atteindre 1500 éleveurs avec une capacité de 100 000 chèvres de laitières locales hybrides et une production pouvant atteindre 51 litres par jour et par éleveur, avec une production laitière jusqu'à 3 litres par jour et par chèvre. En plus de la promotion de la culture du palmier dattier et la productivité de l'élevage laitier, nous œuvrons pour le développement de l'élevage de poulets qui se pratique de plus en plus dans les villages et les zones périurbaines, ce qui constitue une source de protéines et de revenus pour de nombreuses familles. Le monde peut atteindre cet objectif ambitieux de fin zéro si l'ensemble des pays et les différents secteurs professionnels investissent durablement dans le secteur de l'agriculture. La faim n'est pas une fatalité, mais elle est le résultat d'un faible investissement dans l'agriculture, notamment vivrière, et du manque d'accès à l'alimentation des personnes pauvres. Le gouvernement prend une part prépondérante au développement du secteur primaire, notamment en prenant en charge la réalisation et le fonctionnement des forages et l'accès à l'eau gratuitement pour les éleveurs et les agriculteurs du pays, en fournissant des embarcations et des équipements de pêche aux pêcheurs des zones côtières, en fournissant gracieusement les intrants agricoles aux agriculteurs et éleveurs. J'invite donc les investisseurs nationaux et étrangers à se joindre à notre effort pour la promotion du secteur privé dans notre pays. Par ailleurs, notre pays continue de donner une priorité absolue à l'éradication de la faim par l'appui direct aux personnes sous-alimentées à travers différents programmes tels que l'octroi de coupons alimentaires et l'ouverture des cantines scolaires dans les écoles rurales. Pour conclure mes propos, je veux remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé sans relâche pour l'organisation et la réussite de cette journée mondiale de l'alimentation. Je remercie également la FAO, l'UNICEF et le PAM, qui sont les partenaires précieux de la République de Djibouti dans la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire, ainsi que le propriétaire de cette magnifique exploitation dans laquelle nous célébrons cette journée mondiale de l'alimentation. Je vous remercie de votre attention.
Après son allocution, le président Guelleh s'est dirigé vers les stands érigés à cette occasion où les produits locaux ont été exhibés. Il s'agit essentiellement des produits de la terre, ce qui démontre qu'avec de la volonté et beaucoup d'ardeur, un peu d'eau, nos terres arables peuvent nourrir donc la population. Eh bien, cette cérémonie a vu la participation des représentants des agences onusiennes, dont bien évidemment la FAO. La cérémonie a d'ailleurs conjointement été organisée par le ministère de l'Agriculture, le ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur en charge de la décentralisation et le programme alimentaire mondial. Autre actualité de ce 15h, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a reçu ce matin la ministre du Travail, de la Femme et des Affaires sociales du Somaliland, Mme Hinda Jama Hersi, qui est en visite de travail de 2 jours dans notre pays. La ministre de la Somaliland, accompagnée d'une forte délégation, a été introduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad, et du représentant de Djibouti en Somaliland, Hussein Abdillahi Kawalié, et le chargé d'affaires du Somaliland à Djibouti, Abdel Fattah Saïd Ahmad. Lors de cet entretien, la ministre de la Somaliland a indiqué que cette visite vise à renforcer les relations d'amitié dans les différents domaines. En l'occurrence, la promotion de la femme, la formation professionnelle et les affaires sociales. Elle a indiqué que cette rencontre a pour objectif d'explorer les horizons en vue de bénéficier de l'expérience djiboutienne dans les secteurs du travail et les voies et moyens de promouvoir les actions sociales ainsi que la promotion de la femme. De son côté, le ministre djiboutien du Travail a indiqué que son département ne ménagera aucun effort afin d'apporter l'expérience du Djibouti dans le domaine du travail et de la réforme de l'administration. La ministre donc a aussi visité auprès du ministre de l'Éducation nationale en charge de la formation professionnelle. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé ce matin en compagnie de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, à la remise des clés de 10 logements construits par les anciens élèves du lycée industriel et commercial, le LIC, qui ont organisé une coopérative des métiers du bâtiment dans le cité Nassib. Le directeur général de la Fondation IOG Droit au logement, Mahmoud Ali, et le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hamad, et plusieurs autres responsables du MENFOP ont assisté à la cérémonie de fin des travaux. Avant de procéder à la remise symbolique des clés, le ministre et sa collègue ont visité le logement et ont constaté de visu la qualité du travail effectué par les jeunes qui ont travaillé par ailleurs sous l'encadrement et la supervision de l'inspecteur de génie civil Ibrahim Ismail.
des 2 conseillers pédagogiques et des formateurs. Au cours de sa réaction à l'issue de la cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a tout d'abord félicité les jeunes de la coopérative pour la qualité du travail sérieux et leur engagement sans faille dans la réalisation d'un tel chantier. Le ministre a également félicité la direction générale de l'enseignement technique et la formation professionnelle pour l'encadrement et l'appui salutaire à l'égard de ces jeunes. Il n'a pas manqué aussi de remercier la Fondation IOG Droit au logement pour son appui technique et financier à ce premier projet réalisé par ces jeunes de la coopérative. De construction des 10 logements sociaux par la coopérative des jeunes diplômés de la filière du bâtiment. Donc c'est un plein succès. Les jeunes sont arrivés au bout de leur projet avec l'encadrement qui était bien suivi par les inspecteurs et de la filière ainsi que les conseillers pédagogiques. Donc ce programme initié par le président de la République et mis en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, touche à sa fin. Donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous avons remis les clés à la Fondation IOG, donc droit au logement. Donc la deuxième phase qui commence, la phase appui complète du ministère se termine, mais nous gardons toujours un œil sur la coopérative qui est qui va s'envoler de ses propres ailes, avec grâce à la Fondation IOG, avoir ses propres contrats de travail. Donc ils ont pu montrer aujourd'hui par ce premier bilan qu'ils étaient capables de construire des logements de A à Z, mais clé en main. Donc c'est une fierté pour nous, pour la direction générale de la formation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci au ministre de l'Éducation, merci à la Fondation et merci au président de la République. Notre pays a été touché par une pluie intermittente ce matin, conséquence de la tempête cyclonique dit Luban qui a touché sévèrement les côtes ouest du Yémen et particulièrement la province de Mahara. Selon les prévisions météorologiques, des averses orageuses isolées risquent de nous toucher ce soir. La tempête cyclonique s'est dirigée vers l'île de Socotra. Selon nos services météorologiques, le ciel restera nuageux sur l'ensemble du territoire. Possibilité de quelques foyers orageux sur les reliefs de l'intérieur en fin de nuit et en début de matinée, occasionnant des pluies matinales les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est au nord-ouest de manière faible ou modérée. La visibilité sera bonne, la mer sera donc peu agitée, temporairement agitée. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein. Fardous, bonjour. Bonjour Ali. Et nous commençons avec la Somalie où des frappes aériennes de drones ont donc coûté la vie à plus de 60 combattants du Shebab. En effet, Ali, le commandement des États-Unis en Afrique qui a supervisé donc les troupes américaines sur le continent africain a précisé que cette frappe aérienne était la plus importante menée contre le groupe d'El Shebab et ce depuis le 21 novembre 2017 quand les forces américaines ont tué près d'une centaine de terroristes dans une frappe aérienne contre le camp de ces insurgés. L'Africom qui fait vœu de travailler en collaboration avec ses partenaires pour transférer la responsabilité de sécurité durable de la mission des Nations Unies en Somalie, la mission au gouvernement somalien et aux États fédérés qui le composent. Et nous partons au Proche-Orient. Nous commençons avec la Palestine où le pouvoir a été élargi dans ce pays par l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, Ali, l'Assemblée générale des Nations Unies a attribué aux Palestiniens au simple statut d'observateur du pouvoir légaux supplémentaires afin qu'ils puissent exercer en 2019 la présidence du groupe 77. Une résolution en ce sens a été présentée par l'Égypte, a été approuvée par 146 pays sur les 193 composant l'ONU. 3 pays ont voté contre, les États-Unis, Israël et bien sûr l'Australie. 15 pays se sont abstenus. Au-delà de son enjeu juridique, ce texte est accompagné d'une grande symbolique alors que la Palestine et les Palestiniens n'ont pas d'État et que l'administration de Donald Trump semble avoir remis après les élections américaines de novembre la divulgation d'un plan de paix destiné à régler le conflit israélo-palestinien. Le 27 septembre, en marge de l'Assemblée annuelle de l'ONU, le groupe 77 et de la Chine, qui compose en réalité les 134 pays au total, avait choisi la Palestine pour assumer la présidence tournante de 2019. Contrairement au Conseil de sécurité, Ali, Washington n'a pas donc à l'Assemblée générale le droit de veto pour empêcher l'adoption d'une résolution. Les États-Unis y ont un droit de parole et de vote à égal comme les autres membres.
Et nous terminons avec la Syrie où 1 an après la libération de la ville de Raqqa, aujourd'hui la province est en ruine. Eh bien, Ali, 1 an après sa libération des griffes d'El Raqqa, peine à se relever. Les services de santé sanitaire semblent et restent limités et les mines abandonnées par les djihadistes plombent le quotidien des habitants. Défiguré par plusieurs mois de combats acharnés et une campagne intense de bombardement, Raqqa a été détruite à 80%. Si la reconstruction était l'une des principales priorités après la chute des djihadistes de l'État islamique mi-octobre 2017, et celle-ci peine à avancer. Les opérations de débalayement ont bien libéré les principaux axes de circulation, mais certaines artères restent obstruées par les amas de ruines et témoignent de l'ampleur de ces dégâts. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.